On va démarrer une session sur la traçabilité avec 4 invités dans cette session. Donc Monsieur Christian Rowe du Wissens qui va démarrer, avec Monsieur Moustapha Echra de LTI. Et ensuite un autre retour d'expérience de Younes Emrabet Emrisens, qui est là. Et puis Monsieur Olivier, alors je vais peut-être écorcher son nom, Vodviak, c'est ça, voilà, qui vont nous faire un autre retour d'expérience. Ça sera 2 présentations continues et où on fera une petite session de questions à la fin de chacune et on va essayer de tenir dans l'heure. Voilà. On peut changer de... Enfin, vous pouvez... Bonjour à tous. On était dans la salle d'à côté, je ne sais pas si vous y étiez, où il parlait de call robot. Juste pour votre information, Ubisense, on est dans le Fab Lab, je ne sais pas si vous avez l'intention d'y aller, et on sera présent sur le robot KUKA. Donc si vous voulez voir des démonstrations, on sera là-bas après, si vous avez un peu de temps. On est venu accompagné d'un de nos partenaires qui s'appelle LTI, c'est Larsen & Toubro Infotech, donc on va travailler en binôme. Ubisense, c'est une société anglaise qui a été créée il y a 15 ans par des PhD de l'Université de Cambridge pour permettre à des entreprises d'avoir en intérieur ce que le GPS offre à l'extérieur, c'est-à-dire de la géolocalisation robuste, de bonne qualité. Les applications sont complètement différentes, mais l'objectif est le même, c'est où sont mes objets. Donc en attendant qu'ils se branchent. Moi, je m'occupe de la partie Europe du Sud. Mes clients, c'est Renault, Peugeot, Airbus, Safran. Donc globalement, c'est l'industrie automobile et aéronautique. C'est là où nous avons le plus d'applications redondantes et où le retour sur investissement est le plus avéré. Donc on est vu avec ça pour vous donner une idée, mais on est chez Airbus et dans l'aéronautique. Donc on a des applications B2B. On ne s'adresse qu'aux entreprises, essentiellement des environnements industriels. Et comme on le citait tout à l'heure dans le call robot, des environnements qui sont assez difficiles parce que les exigences industrielles sont importantes. De quoi s'agit-il ? Pendant qu'il se branche. L'idée, c'est, voilà, ça c'est un tag dit actif, la RFID active. Il émet des signaux à 360 degrés. On met des capteurs au plafond et on vous dit où se trouve l'objet sur lequel est fixé le tag. Et à partir de là, comme on a mis des capteurs au plafond, on est capable de numériser le site et de définir des zones virtuelles. Ce qui est important, ce n'est pas tellement l'objet, c'est mon objet, il est à cet endroit, à ce moment-là. De cette information-là, je crée un événement. De cet événement, comme il est interprété dans le système de production logistique du client, ça détermine des actions et des décisions. Donc c'est un point de départ d'information. Comme votre GPS n'a aucune valeur si vous ne savez pas où vous êtes. Vous devez savoir d'où vous venez, où vous allez. Et même quand vous êtes sur votre GPS, parfois il vous indique que vous êtes à côté de l'autoroute, mais vous savez que vous êtes dans votre voiture et vous savez que vous n'êtes pas dans le champ. Autant c'est facile à comprendre quand vous êtes dans votre voiture avec un GPS, quand vous êtes dans une entreprise, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous devez être sûr de l'information que vous avez. Donc je ne sais pas si j'ai été clair, mais le parallèle, la correction, vous la faites vous-même quand vous êtes avec votre voiture dans le GPS. Si vous devez confier cette information à un AGV, à un robot ou autre chose, il vaut mieux que l'information soit fiable. D'accord ? Mais la logique est la même. J'ai une information d'un objet, où se situe-t-il et qu'est-ce que j'en fais ? De quoi s'agit-il ? L'idée, c'est de dire, on appelle ça la localisation intelligente. Alors, encore une fois, il cherche à se brancher, mais c'est la continuité, c'est la complémentarité, ça n'a pas vocation à remplacer ni le code à barres, ni les RFID passives, ni le GPS. C'est une technologie en plus. Ça fait 15 ans que ça existe. Et on est chez Volkswagen, chez Mercedes, chez BMW, chez Peugeot, chez Renault, chez Airbus, chez Safran, on commence à y être. Ce qu'ils recherchent à avoir, c'est de la localisation, en anglais c'est asset management, la localisation d'actifs, parce que, compte tenu des éléments qui étaient indiqués tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous avez assisté à cette réunion-là, mais c'est la personnalisation de la fabrication à outrance. Si vous allez chez Renault à Douai, il n'y a pas 2 voitures identiques qui sont produites. Et maintenant, c'est en anglais, pardonnez-moi, mais c'est du build to order. Vous ne fabriquez la voiture que si elle a été commandée. Donc quand vous donnez l'ordre à un opérateur de faire un acte sur la voiture, il faut que la synchronisation entre l'opération qu'il fait et la voiture sur laquelle il travaille soit unique et parfaite. Sinon, ça déclenche une retouche
et donc des erreurs et des coûts supplémentaires. Et compte tenu des délais de fabrication qui sont très courts et des délais de livraison, les constructeurs n'ont plus le temps de le faire. Donc la synchronisation des flux logistiques et des flux de production est critique. Et ce qui se passe de plus en plus, c'est que vous avez besoin de synchroniser des flux avec des AGV, Automated Guided Vehicle, des robots et des opérations manuelles ou des chaînes de fabrication. Donc la localisation est de plus en plus importante. Je ne sais pas, ça vous parle un peu ou pas? Oui? Alors après, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Je trouve que nous, on est précis à 30 ou 40 cm à 100% du temps, parce que si on couvre une zone, compte tenu de l'expérience que nous avons, on garantit que ça marche. Alors 99, etc. Mais je ne suis pas ingénieur, donc je m'accorde certaines libertés par rapport aux statistiques. Il y a des ingénieurs chez nous pour le faire. On est une boîte anglaise, on existe depuis 15 ans, on est installé dans plusieurs centaines de sites, et on a des références plutôt prestigieuses. L'idée, c'est que si notre tag ne fonctionne pas et si les capteurs ne fonctionnent pas, la chaîne est arrêtée. Sachant qu'il y a une voiture en moyenne par minute qui sort, ou qui est fabriquée, à 30 ou 40 000 euros. Si on arrête la chaîne pendant 1 heure, ça coûte 2,5 millions. Donc les impacts sont très importants. On peut passer au suivant. Ce que nous demandent les clients, c'est de dire, je voudrais augmenter la productivité, je veux réduire mes coûts de fabrication. Je crois que la marge sur une voiture, c'est 200 euros, 300 euros. Je ne veux pas donner de nom, mais dans une même chaîne de fabrication où sont fabriquées une marque espagnole et la même voiture allemande, la marge est de 200 euros sur une voiture et 6 000 euros sur la même voiture qui est un peu plus luxueuse. Donc quand vous gagnez 200 euros, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des retouches trop souvent. Donc la productivité et la qualité sont importantes. Donc on parle de réduire les coûts, mais ce n'est pas que la main d'œuvre, c'est tous les coûts de logistique qui sont associés. Et la complexité, parce que moi j'en ai pas envie, j'ai des voitures d'occasion, mais tout le monde veut avoir sa voiture bleue, verte, moitié rouge, moitié jaune. Je vois pas trop l'intérêt, mais c'est comme ça, quoi. Donc c'est comme mes Nike. Moi les miennes, je les achète en magasin, elles sont normales, mais si vous voulez des Nike bleues, rouges et vertes, vous pouvez le faire. Bon, il paraît que c'est le marketing qui veut ça, mais j'y crois pas trop, mais c'est comme ça. C'est un autre problème. Donc ce sont ces éléments-là qui déterminent les actions des constructeurs. Alors juste pour information, comme on travaille avec les Allemands, les Américains, enfin moi je ne m'occupe pas des Allemands, mais les Français ont déjà eu dans un premier temps l'obligation d'homogénéiser leur système de production, là où les Allemands pouvaient être un peu plus homogènes, mais surtout c'est que les Allemands avaient cette capacité, enfin en tout cas cette liberté d'être un peu plus rentables pendant quelques années, là où les Français, Renault et Peugeot, ont dû homogénéiser leur système de production, leur process de fabrication, pour ne plus avoir des systèmes hétérogènes d'une usine à l'autre. Donc on commence simplement maintenant, nous, à déployer nos solutions chez Peugeot et chez Renault, là où les Allemands ont commencé un peu plus tôt. Mais la logique est la même. Et ça ne veut pas dire que les Allemands sont plus performants que nous, les logiques sont un peu différentes. Mais tous ont besoin de ça maintenant, plus ou moins. Alors avec nous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais... Donc l'idée, c'est de dire... Alors là, vous avez un témoignage de quelqu'un qui est de Airbus. Gaëtan a témoigné, ce matin. Mais ça, au départ, on a une technologie qui est l'UWB, l'Ultra Wideband, qui permet de faire de la géolocalisation précise en indoor. La tendance aujourd'hui, on entend parler de track and trace, c'est l'idée que les constructeurs puissent interagir avec leurs fournisseurs de rang 1, avec leurs clients, pour garantir la traçabilité de tout objet à l'intérieur même de leur système de production et de logistique, mais également en amont et en aval. Bon, moi je viens de la logistique, ça me semble assez évident. Il y a 20 ans, on parlait d'EDI, on parlait de barcode. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus pointu et il faut encore interagir davantage avec tout le monde. Donc dans le track and trace, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de faire, le mot a été cité ce matin, cyber physical, c'est la synchronisation parfaite entre les flux physiques et les flux logiques. Et pour ça, vous avez besoin d'informations justes et en temps réel. Donc nous contribuons à ça grâce à notre technologie, en fournissant des éléments de données matérielles, mais également avec une plateforme logicielle qui a vocation à agréger des informations venant de différentes sources, et de les remonter et de les redescendre à partir des ERP, des MES et des choses comme ça. Peu importe. L'idée, c'est d'arriver à ce que vous voyez en haut à droite, la visualisation en temps réel de l'usine. Alors ce n'est pas un AutoCAD, c'est la représentation graphique de la capacité qu'a le gestionnaire de la production de voir en temps réel ce qui se passe dans son usine. Et pour ça, il a besoin d'avoir des informations. La difficulté principale, en tout cas une des solutions qu'on apporte, c'est que c'est plutôt facile quand historiquement vous avez des machines connectées en câble
et des automates. De plus en plus, et si vous allez voir la vidéo de PSA Usine du Futur, tout est sur AGV, l'opérateur est sur AGV, la caisse de la voiture est sur AGV, le kit qui arrive de la chaîne de production est sur AGV, il n'y a plus rien au sol. Il n'y a plus de bâtiment, le bâtiment il existe, mais il n'y a plus de poteaux, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est plutôt, j'ai des poteaux, j'ai des chaînes de fabrication, j'ai des nacelles, j'ai des bandes transporteuses. Alors évidemment, l'usine du futur théorique, elle n'existe pas, mais ça existe déjà. Chez Renault, à Flins, certains opérateurs sont déjà sur des AGV. Ils ont pris la technologie qui venait de chez Nissan. Donc il y a des bouts qui existent un peu partout. Mais la contrainte maintenant, c'est ce que les constructeurs avaient du mal à faire venir, c'était du Wi-Fi dans les usines, alors que ça existait en logistique. Maintenant, il n'y a plus de fil. Il faut avoir des systèmes sur batterie. Et donc, il faut avoir une mobilité quasi parfaite. À cause de tous ces éléments de mobilité, d'autonomie, ça devient compliqué d'avoir des câbles et de voir quelque chose qui soit repérable en temps réel. Quand vous avez une bande transporteuse, vous savez que ce qui rentre, ça sort. Quand vous ne savez pas où c'est un peu plus difficile. Donc, l'idée, c'est d'apporter cette capacité des usines à être plus ouvertes. Ce qu'on constate dans l'aéronautique, c'est qu'ils prennent exemple sur l'automobile pour dire je dois pouvoir faire plusieurs types d'avions sur une même zone. Dans l'automobile, l'idée c'est de dire avant j'avais une ligne qui faisait 3 km de long, j'avais une chaîne de fabrication, maintenant j'ai un brin principal et j'ai des brins secondaires. J'avais visité l'usine de Mercedes à Bremen où ils font 450 000 véhicules par jour, ils ont 11 modèles différents, ils ont 8 sorties de lignes parallèles. Il faut bien les alimenter, ça devient compliqué. D'accord. Donc on participe à ça, on ne résout pas tout, mais on participe à la flexibilité de la chaîne de fabrication. Voilà pour moi. Et donc comme on est de plus en plus sollicité pour faire l'intégration de différentes technologies, on s'associe avec des partenaires tels que LTI. Merci Christian, bonjour tout le monde. Alors nous, on est la société LNT Larsen & Toubro. Je pense que tout le monde connaît Thales, Airbus, mais personne ne connaît Larsen & Toubro. Alors je vais faire une petite introduction. Alors on est une société indienne basée à Mumbai. C'était fondé dans les années 30 par 2 ingénieurs danois. Et maintenant c'est une grande société avec un chiffre d'affaires de 16 milliards. On a des grands projets dans tout le monde comme les Smart Cities en Inde, la construction du métro, la construction de Nuclear Powered Submarine. Oui. Alors, Larsen & Toubro, c'est le groupe. Il y a 2 filiales. Il y a la filiale informatique, LNT Infotech. Il y a une filiale de l'ingénierie. Alors, c'est LNT Technology Services. On a des clients comme Honda, Procter & Gamble, Thales, Lafarge Holcim, etc. Alors, on a un practice de IoT. Alors, on est à peu près une équipe de 300 personnes. On fait des grands projets pour nos clients. On a plus de 50 projets. On a un système, on a un écosystème des partenaires comme Predix, ThinkWorks, Amazon Web Services, UBSense et avec la recherche aussi comme MIT. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 cas d'usage, 2 projets qu'on a fait pour nos clients. Alors, le premier projet, c'est la sécurité connectée des travailleurs. Alors, un de nos clients, il avait un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'absences dans le travail à cause des accidents graves. Alors, c'est un client de construction, c'est une boîte de construction. Alors, sur le chantier, il y a les personnes qui sont frappées par des machines. Ou à cause de l'environnement, il y a des personnes qui tombent. Il y a personne qui prend conscience qu'ils sont tombés et du coup, ça passe beaucoup de temps, ils sont en danger. Il y a des gens qui rentrent sur le chantier, qui viennent de l'extérieur du chantier, qui n'ont pas la permission de rentrer, ils volent des machines, ils font des choses qui ne sont pas propres. Alors l'objectif ici, c'était de diminuer le temps d'absentisme à travers une solution IoT. Alors là, on a utilisé la technologie de UBSense pour tracer les machines et les personnes. Comment? En mettant une étiquette sur chaque personne et sur chaque machine. Et de surveiller le mouvement des personnes et des machines. Je vais vous montrer une vidéo.
Alors là, c'est un chantier. Il y a un travailleur qui s'appelle Anouj, le point vert en haut. Il y a un autre travailleur en bas. Il y a une machine. Alors la personne qui est rentrée dans la zone 2, il n'a pas permission de rentrer dans cette zone-là. Alors quand il est rentré, alors il y avait une alarme pour l'opérateur de faire attention que cette personne-là est rentrée dans cette zone. Quand Anouj va s'approcher de la machine, alors cette machine-là, c'est une machine dangereuse. Alors quand il va s'approcher, alors Anouj va être notifié que voilà, tu es dans une zone assez dangereuse, il ne faut pas s'approcher. Et l'opérateur de la machine va être notifié aussi. Si c'est le nombre de violations dans certaines zones. Alors quand Anouj est rentré dans la zone où on n'a pas la permission, alors la caméra a capté son image et c'était envoyé à l'opérateur. Alors si je veux surveiller les travailleurs, alors Anouj par exemple, il y a un technicien, il était vu dans zone 1 il y a 1 minute. Par contre, la location ou la place où il doit travailler, c'est zone 2, zone 1 et 2. Alors là, c'est la traçabilité des travailleurs dans chaque zone. Alors ici, je veux savoir, est-ce que les travailleurs ont passé le temps dans leur travail? Alors quand ils rentrent dans les chantiers, alors il y a un compteur qui compte les heures qu'ils ont passées. Alors il a passé 45 heures par semaine. En Inde, les gens doivent travailler à peu près 50 heures. Alors là, il y a 5 heures qui ne sont pas bien travaillées. Alors on doit voir, ils sont partis où. Alors, pour l'opérateur du chantier, alors s'il y a une tâche de maintenance pour une machine, alors, cette machine-là doit être réparée. Alors, il va voir qui est proche de cette machine-là. Alors, c'est Prashant. C'est un technicien. Alors, il peut lui donner cette tâche-là de réparation à travers son téléphone. Alors, une notification va être envoyée à Prashant d'aller réparer cette machine. Alors, voilà l'idée de ce POC-là qu'on a fait pour un de nos clients. Ce qui est important, premièrement, c'est qu'il y a un besoin en fonction de, je ne sais pas si vous êtes des chercheurs, des universitaires, des entreprises, mais on nous demande de plus en plus d'intégrer des technologies différentes. On a Orange ce matin parlait de tout n'est pas forcément maîtrisé. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises ont du mal à maîtriser les technologies. Et c'est pas que c'est complexe, mais il y a un vrai travail de réalisation. C'est important d'avoir des entreprises avec qui le fassent, d'une part, et d'autre part, la compréhension des process. Les gens aujourd'hui sont concentrés sur leur métier que de sortir des voitures ou des avions et pas de développer de moins en moins le bien. Donc c'est important que les entreprises puissent délivrer des solutions pérennes. On voit qu'il y a effectivement pas mal d'intégration. Vous avez des questions à propos de cette solution-là? Alors, le deuxième cas d'usage, c'était track and trace pour les camions. Alors, pour un de nos clients en Inde,
C'est une boîte de la fabrication de ciment. Alors, ils ont à peu près 6000 camions en Inde qui font la livraison de ciment. Alors, l'objectif ici, c'est de surveiller la livraison de ciment à travers ces camions-là. Alors, ce qu'on a fait, on a réfléchi à une solution pour surveiller ces camions à travers le GPS. Alors, chaque conducteur aura son téléphone portable et le téléphone va envoyer les données de la localisation du GPS, où il est, et quelques paramètres qui viennent de son téléphone, comme par exemple l'accélération. Alors, chaque portable, il a un accéléromètre sensor qui va envoyer les données au cloud. Et par contre, on aura une vision à ce que le conducteur a fait une accélération ou non. Aussi, on a voulu surveiller le comportement du conducteur. Alors, par exemple, si le conducteur il a fait un chemin qui n'est pas propre ou qui n'est pas précis, alors s'il est sorti à l'extérieur du chemin décidé, s'il a fait un freinage qui est assez agressif, et s'il a fait une accélération. Alors là, on utilise seulement le portable. Le portable a les coordonnées de GPS qui vont être envoyées au cloud, si on a utilisé Oracle IoT Cloud. Et après ça, les résultats vont être montrés sur une tablette pour l'opérateur. Alors vous voyez ici, c'est l'interface du tablette. Alors l'opérateur a quelques informations sur les livraisons en cours. Alors, pour chaque livraison, il a le numéro de véhicule, le statut, le nom du conducteur, quelles sont les livraisons qui étaient réalisées et quelles sont les livraisons qui sont en cours, quel est le comportement du conducteur, alors combien de fois il a fait de freinage, combien de fois il a fait une accélération et combien de fois il est sorti à l'extérieur du chemin. Et quelques analyses, quelques analytiques sur son comportement, la sûreté des voyages qu'il a fait. Et quand la camion va s'approcher de la place de client par 20 km, alors le client va être notifié que votre livraison est à 20 km, alors il va préparer ses locaux pour accueillir le ciment. Voilà. D'un côté, vous avez les opérateurs dans un environnement clos, c'est indoor, c'est assez précis. De l'autre côté, vous avez une échelle sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc, trouver une société logistique qui est capable de gérer ses propres camions, c'est pas très compliqué. Trouver une plateforme qui soit indépendante du logisticien et qui soit capable de travailler dans un environnement où il n'y a pas forcément une infrastructure qui soit très développée, qui soit capable de le faire en Inde, en Afrique, aux États-Unis. Orange, avec Laura, est incapable de le faire dans certains pays. Fox n'est pas capable de le faire dans d'autres pays. Donc, si vous êtes l'utilisateur final, ce n'est pas votre problème de savoir si l'infra existe ou pas. La question, c'est trouvez-moi la solution technologique et la plateforme logicielle qui vous permettent d'avoir le process et de suivre le process. C'est ça la vision. Quand on parle de supply chain, ça peut prendre des formes très variables. On a des projets en aéronautique où on demande de suivre des containers entre l'Allemagne et les États-Unis, mais également de suivre, de savoir si c'est entre le continent et le bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est de mixer tout ça et de délivrer quelque chose. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est de dire que si vous avez des questions, elles sont les bienvenues et on est à votre disposition. Je vais changer de matériel pour ce temps-là, si vous avez des questions. J'avais une question. Finalement, est-ce que ce qui est important, c'est pas que cette plateforme soit la plus ouverte possible, justement? Parce que chacun de sa solution avec sa plateforme, j'ai l'impression que l'un des enjeux de l'IoT, au-delà d'être connecté, ça va être d'être interconnecté demain. C'est-à-dire que ces plateformes sont en capacité à échanger les unes avec les autres. Parce que chacun
ils ont plusieurs couches et ils considèrent que la partie IoT, c'est presque une partie basse en fait, de collecte de données. Après, au-dessus, vous avez le MES, le WMS, le ERP, suivant l'endroit où vous vous trouvez. Et le track and trace, c'est au-dessus. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on a participé à une manifestation où une étude a montré qu'il y avait aujourd'hui à peu près 950 plateformes IoT dans le monde. Donc, c'est un peu le truc tarte à la crème. Je pense que c'est un truc un peu à la mode. L'IoT, c'est pour moi un moyen d'agréger des informations venant de différentes sources à différents endroits. Donc, le fait que la plateforme soit ouverte, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, que ça soit ouvert à tout. Il y a une partie importante qui est là-dedans, je pense que c'est la force de LTI, mais comme d'autres, c'est d'avoir des gens qui ont la connaissance et la compréhension des process du client pour en déterminer les priorités. Donc la méthodologie qui va avec, le logiciel ne peut pas tout faire. Ce qui est important, c'est, alors ils ont une méthodologie dont il peut parler, c'est le 3-3-3, qui est de garantir la finalité et le résultat. Donc j'ai répondu un peu à votre question, mais en tout cas, notre solution à nous, Ubisense, elle répond qu'à une toute petite partie, mais on est à fond dedans et on fait ça. Donc l'IoT, c'est un peu le truc tarte à la crème en ce moment, quoi. Alors j'ai un élément de réponse, c'est quand on fait, je reviens à Ubisense, quand on a nos tags sur des objets, on est capable d'envoyer 100 informations par seconde. Si j'envoie 100 informations par seconde au MES, au Manufacturing Execution System, à l'ERP, il va saturer, il ne va pas aimer. Donc ça fait plusieurs milliards d'informations par jour. Donc je réponds précisément à votre point, oui, il faut qu'il y ait une couche logicielle intermédiaire qui filtre et qui ne remonte les informations que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la tâche. Donc dans le cas effectivement de l'accélérateur, vous avez raison, il faut pouvoir le coupler avec autre chose, et c'est toute l'intelligence de l'intégrateur de dire attention monsieur le client, il faut agréger cette information et la combiner avec autre chose pour que l'information, la décision que vous allez prendre soit opportune. Oui, c'est ça. Donc ouverte oui, mais combinée. Et en fait, ici, on a utilisé le machine learning parce qu'en Inde, c'est pas comme ici en France et en Europe. Le GPS n'est pas assez précis et les maps n'est pas assez précis. Alors en France, il peut te proposer le chemin le moins court. Mais par contre, en Inde, il n'y a pas cette précision. Alors à travers les historiques des données qui étaient chez nos clients, alors on peut maintenant proposer aux conducteurs le chemin le moins court. Ça dépend du bouchon, ça dépend de l'état du chemin, l'autoroute, etc. Oui, oui. Merci. Si vous avez des questions, on aura peut-être un peu de temps à la fin, ou sinon je vous invite à vous rencontrer. Je vais passer la parole à Younes pour venir présenter leur cas d'usage. Alors pour parler 2 secondes des plateformes, c'est un vrai problème. Nous, CITC, on est dans pas mal d'instances européennes où ça réfléchit beaucoup. Et pour l'instant, honnêtement, la solution, tout le monde pousse la sienne, mais personne n'a l'universel, quoi. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu. De toute façon, oui, et puis de toute façon, ce sera standard de fait. Il y en a une qui va passer un peu devant les autres, et je pense que, voilà, pour l'instant, c'est plus la guerre qu'autre chose. Merci pour la transition. Donc, je me présente, Younes Emrabet, je suis le fondateur d'Everysense. On est une société qui est basée à Euratechnologies. On a une quinzaine de personnes et nous, on s'adresse à des entreprises qui gèrent des actifs mobiles qui vont circuler. Ça peut être des bennes de chantier, des wagons, etc. Et donc moi je m'appelle Olivier Vdoviac, je suis responsable qualité et développement dans le groupe Covanor,
qui est une des entreprises qui collabore avec Eversense sur le développement de la connectivité des objets mobiles. Et on va vous expliquer pourquoi, pour nous, ça revêt une importance énorme. Ok, super. Juste un peu pour expliquer le contexte, on a parlé d'IoT, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir du moment qu'on a une donnée brute pour la transformer en information. La genèse du projet, en fait, c'était parce qu'on a rencontré Pascal Lambert, un monsieur du pôle de compétitivité Team 2, qui nous a présenté Covanor en disant votre solution, je pense qu'elle est intéressante, parce que nous, on s'adresse en fait au marché de collecte de déchets, mais aussi au ferroviaire, parce qu'il y a des bennes, et au-delà le multimodal, des caisses mobiles et des remorques, et on fait un matériel professionnel. En tout cas, on s'est rencontrés, et là, il a vu notre solution, il a dit « Ah, c'est intéressant, je connais une entreprise de la région innovante, et je pense que peut-être il peut avoir une potentielle collaboration entre vous. » Et dans ce cadre-là, on s'est rencontrés avec M. Wdowiak, et on a un peu présenté ce qu'on fait, et il nous a expliqué son business. C'était la première fois que nous, on commence à rentrer vraiment dans la partie de collecte de déchets, donc c'est tout un métier. Et ensemble, on a commencé par faire un pilote, un POC au début, parce que l'une des questions, c'est la question, on a parlé tout à l'heure de fiabilité, de remontée d'informations, etc. C'est de voir est-ce que la techno est adaptée à mon propre métier de collecte de déchets ou de location de bennes. Et on a vraiment cheminé ensemble dans cette aventure jusqu'à ce qu'on termine le pilote, et on a dit que c'était un succès. Et après, on est parti sur la deuxième partie, qui est la partie contrat. On va expliquer ça un peu plus en détail. Nous, ce qu'on fait, c'est... la boîte a été commencée avec en fait deux choses. On s'est dit, oui, Sigfox, Leura, on en parle. Bon, le coût de la techno a baissé. Ça, c'est très clair en fait. Donc aujourd'hui, on rentre dans cette époque-là. Dès la création de la boîte, on s'est dit, le plus important, c'est les cas d'usage. La technologie pour la technologie, sans retour sur investissement. Les personnes dans le métier, ça va être intéressant pour peut-être faire un POC, mais on n'ira jamais au-delà. Donc la boîte a été créée sur un constat, c'est que les coûts de la techno ont baissé. L'arrivée aussi de technologies comme Leura, Sigfox d'un côté, Big Data, intelligence artificielle, ouvre aussi des perspectives qui n'étaient pas possibles au début. Et la vision, c'était les cas d'usage qu'il faut faire. Donc on a commencé comme ça, on a développé un capteur avec une technologie Sigfox qui était adaptée pour le monde du ferroviaire et aussi pour le monde de la collecte, des déchets. Et on a mis cette couche métier qui était orientée pour les trois secteurs qu'on adresse, d'une manière très verticale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en profondeur les cas d'usage afin de pouvoir transformer la donnée brute en information utile. Et tout au long en fait, de la genèse, le projet a démarré à peu près il y a 5 ans, et pendant ces années-là, on a développé la techno, mais aussi un catalogue de cas d'usage. C'est important de discuter avec des personnes du métier en arrivant en disant, nous on comprend, on a quelques cas d'usage. Peut-être qu'ils sont standards, on n'a pas tous les cas d'usage, mais développer le bouquet de cas d'usage, ça c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'on parle au-delà du tracking. Ça c'est important, c'est un point sur une carte, ça n'a qu'une valeur ajoutée. Par contre, savoir qu'une benne qui a été louée, qui est retenue chez un client pendant plus d'un mois, et le contrat, lui, est pour la facturation et c'est mensuel, là c'est une information utile pour pouvoir faire une action, soit de relation client, soit de facturation, etc. Et c'est ce gap entre la donnée brute et l'information utile qu'il faut vraiment comprendre et mettre en évidence. C'est la raison pour laquelle les entreprises vont pouvoir adopter ces nouvelles technologies. Mais je pense que M. Wdowiak en parlera mieux. Alors, juste par rapport à notre vision, on a commencé avec une chose, c'est le temps réel. Aujourd'hui, c'est Uber, Deliveroo, etc. Ils ont changé la façon et la perspective des personnes qui commandent. Moi, quand je commande chez Deliveroo, en général, la commande arrive presque à 2-3 minutes. Donc, en plus, je suis capable de voir ce qui se passe. Donc, le temps réel est important. Il est important parce qu'il donne de la visibilité. Je suis capable de savoir où sont mes bennes, depuis combien de temps, etc. Et avec le temps, on a cumulé pas mal de données. Et ce qui arrive maintenant, on commence à faire de l'analyse des données à partir de ça. Je suis capable de faire des analyses sur les rotations. Je suis capable de faire des analyses sur les retards. Donc on rentre sur la partie analytics. Ça, c'est vraiment intéressant. Et là, en fait, cette année, on
En 2018, on va passer sur la partie prédiction, c'est-à-dire le futur. Une fois qu'on a fait le présent, on a compris le passé, on peut faire des projections sur le futur. Alors il y a des exemples, on n'a pas encore abordé ça sur la partie collecte de déchets, mais on sait par exemple pour le ferroviaire, c'est à J+5, mais je pense que c'est le même cas d'usage, ça peut être intéressant. À J+4, combien de bennes vont revenir dans mon site? Si je suis capable de savoir ça, et je n'ai pas assez de bennes, je peux prendre une commande client. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire de la plateforme. Et après, on peut aller vers des recommandations, etc. Quand on négocie des plans de transport, ça peut aller un peu plus loin. Mais vraiment, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est on prend la donnée de notre capteur, mais quels que soient les capteurs, parce qu'on est en train de travailler avec d'autres qui font d'autres types de capteurs, notamment dans le ferroviaire, où il y a d'autres problématiques, parce qu'il y a des locomotives, etc. La techno n'est pas la même. Et on commence à donner de plus en plus de la valeur ajoutée à cette donnée. C'est vraiment ça la mission d'Evrysense. Dont un but précis, c'est de donner une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne logistique. Alors contrairement à nos confrères d'Ubisense, nous on est à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur d'une usine, c'est vraiment la traçabilité quand les assets circulent entre plusieurs sites. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu Covanor rapidement. On est une petite entreprise de 45 personnes qui a un métier historique de recyclage de métaux ferreux, non ferreux et qui s'est diversifié aussi sur les déchets dangereux et non dangereux. On est aussi une petite spécialité sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. On est situé principalement dans le département du Nord avec 3 sites principaux dans la région lilloise et un à côté de Valenciennes. Notre métier, c'est effectivement de recycler un peu tous les types de déchets dont je viens de parler, notamment auprès des artisans, des PME ou des grands groupes ou des collectivités. Aujourd'hui, notre objectif quand on s'est rencontrés, donc ça faisait quelques années qu'on cherchait un moyen d'améliorer notre logistique. Je vais être très clair. La majorité de nos collègues sont pareils. Tout se fait à la main. Voilà. Aujourd'hui, les plannings chauffeurs, les demandes de nos clients en termes de bennes se font par téléphone et éventuellement par mail, mais tout est saisi à la main. Alors on avait un logiciel, enfin qu'on a toujours, qui était censé gérer notre parc benne, notre traçabilité de benne, nous dire effectivement, n'oubliez pas, vous avez une benne à tel endroit. Sauf que tout ça repose sur l'humain. Et qu'à un moment donné, l'humain ne suffit plus. C'était source d'erreur. Dès qu'on décalait une ligne dans le logiciel en termes de saisie, ça décalait tout le reste. J'en passais des meilleurs. On oubliait des bennes. Pour être très clair avec vous aujourd'hui, on affiche qu'on a 300 bennes. Je suis incapable de vous dire si j'en ai 350, 400 ou 250. Voilà. J'ai des collègues et confrères qui sont pires que nous parce que ça se compte en 500 ou presque 1000 bennes perdues dans la nature. Donc ça, c'était notre constat de départ, et ça faisait un petit moment qu'on cherchait des moyens d'améliorer ça. L'autre constat et l'autre souci dans notre métier, c'est qu'on transporte des choses qui ont de la valeur. Quand on commence à transporter des métaux tels du cuivre, de l'aluminium, ça a de la valeur, et forcément, c'est un peu des matières soumises à tentation, et donc on subit des vols. Donc en 2015, juste avant qu'on se rencontre, on a subi 6 vols de bennes dans lesquels il y avait de l'aluminium. En plus, pour le coup, c'était 6 bennes neuves. Juste pour idée, le coût d'une benne neuve pour transporter des métaux ou de la ferraille, c'est entre 6 000 et 7 000 euros. Plus la matière qu'il y avait dedans, on a eu un préjudice de plus de 50 000 euros. Rien que sur 2 bennes. Résultat des courses, on voulait trouver un moyen de pouvoir nous sécuriser nos transports, sécuriser nos dépôts de bennes quand elles sont chez nos clients, pour se dire il faut absolument qu'on sache où elles sont et surtout qu'on puisse garantir à nos clients que si on nous les vole, on peut peut-être les retrouver. Ça, c'était aussi une de nos demandes fortes, donc on avait imaginé plein de choses, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Et donc, quand on s'est rencontrés, on a commencé à discuter. La première chose qu'on a dit, c'est voilà, on veut savoir où sont nos bennes, si on nous les vole, et, cerise sur le gâteau, si aussi elles sont utilisées par certains de nos confrères dans le cadre d'utilisation abusive, notamment le week-end, parce que ça arrive aussi.
Ouais, c'est un monde fabuleux, le recyclage. Donc on s'est dit, il faut qu'on bâtisse un cahier des charges ensemble. On était à peu près convaincus lorsqu'on a fait les premières démarches. Donc on a fait cette phase pilote sur une 50aine de bennes où on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait les bons retours et on avait les informations qui nous étaient utiles dans cette première phase. Voilà. Donc on a voilà, expertisé, fait ça pendant quasiment 6 mois, hein, plus de 6 mois la phase test, pour se dire ça fonctionne. Au-delà de ça, on a commencé effectivement à discuter des cas d'usage et c'est là où effectivement Everysense est aussi rentré dans une démarche vis-à-vis de nous d'essayer de comprendre notre métier, ce qu'on n'avait pas forcément eu avec d'autres. Parce qu'on avait testé d'autres systèmes mais ça fonctionnait pas, et là ils se sont vraiment dit il faut qu'on trouve la solution adaptée et au-delà de l'information, c'est comment on la transforme pour que ça soit utile. Donc on est rentré dans l'idée de se dire aujourd'hui on a des clients qui nous demandent de déposer des bennes à heure fixe. Voilà. Si la benne il faut qu'elle soit là à 8h, c'est pas 8h30. Comment on les informe? Moi aujourd'hui ça repose sur la bonne volonté du chauffeur qui dit oui, j'étais là à 8h. Donc, premier cas d'usage qu'on a développé en se disant il faut qu'on informe nos clients. Où est ma benne? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi aujourd'hui elle se balade à tel endroit alors que je ne l'ai pas mise au planning? Vers où elle va aussi, ça c'était important. Et puis, on est rentré aussi dans l'idée de se dire, une fois qu'on a toutes ces informations qui sont là, transformons-les pour que nos opérateurs soient capables aussi d'éditer des plannings. Donc on a dit, on a développé des modules pour qu'aujourd'hui on édite des plannings, alors qu'aujourd'hui c'est encore manuel. Voilà. Quand on a toutes ces informations, on est capable de pouvoir faire un peu de prédiction et de se dire, voilà. Et pour faire ça, il faut connaître l'état de son parc bennes, c'est-à-dire combien j'ai de bennes disponibles, quand est-ce qu'elles vont revenir, combien j'ai de bennes disponibles. Est-ce que j'ai des 10 mètres cubes, des 20 mètres cubes, des 30 mètres cubes, et parce que nos clients nous demandent des bennes adaptées à leurs besoins. Si je leur dis oui, ou si le commercial dit oui, je suis là demain matin à 8h, et que le responsable d'exploitation dit c'était gentil, mais moi j'ai pas de bennes, comment je fais? Si on n'a pas l'info, on est coincé, et on ne rend pas service. Donc, et c'est le cas de figure qui se produit encore régulièrement aujourd'hui. Voilà, j'ai un confrère dans l'ouest de la France où il m'a expliqué la fois dernière que sur son parc bennes, il n'y en a pas. 0. Et je dis comment tu fais quand tu as une demande d'un client? Je dis je vais en chercher une autre ailleurs chez un autre client. Et donc il fait le jeu des chaises musicales comme ça en permanence. Il dit moi des bennes dans ma cour c'est de l'actif immobilisé, ça sert à rien. Je dis oui, je dis, le jour où tu seras en bout de chaîne et que tu seras coincé, je sais pas comment tu feras, mais bon, c'est une technique. Donc vous voyez, on est en train d'évoluer dans le monde du recyclage du déchet à une vraie notion de service, un vrai accompagnement de nos clients, et on a besoin de technologie. Aujourd'hui l'humain n'y arrive plus, c'est fini, on sature. On a aussi des opérateurs qui sont polyvalents et multitâches, et gérer de la logistique toute la journée, c'est aussi très compliqué. Et donc, on veut leur simplifier la vie, on veut faire des économies aussi, c'est clair, à travers ça. On a étudié les ROI aussi. Le but, il est bien, je rends service à un client, mais aussi je génère de l'économie en interne. J'améliore l'ergonomie de travail avec des applications qui sont plus adaptées, plus ludiques aussi que ce qu'on avait par le passé, parce que le papier et le crayon, ça va un moment. Donc on est vraiment rentré dans ces démarches-là. Donc au fur et à mesure de nos discussions et de l'avancée, on a construit un cahier des charges, on a construit une manière de travailler, de procéder, et on a avancé comme ça, et aujourd'hui on a encore des idées de développement pour faire plein de choses. Mais voilà, le dernier cas d'usage effectivement aussi qu'on avait évoqué, qui est l'importance pour nous de connaître le temps d'immobilisation de nos bennes chez nos clients. Elles sont conditionnées à des durées de location. Donc il est important que le service commercial et le service comptable aient le retour d'information. Donc avec l'application, chaque début de mois, on a la liste en disant voilà, cette benne-là, elle est à tel endroit, ça fait 10 jours, 8 jours, 3 mois, 10 mois. Le service commercial en lien avec la compta décide, il dit ok, j'applique une facturation, j'en applique pas. Voilà. Mais croyez-moi, pour avoir cette info-là à l'heure actuelle, sans l'application, il fallait quasiment une demi-journée. Pour une, voire deux personnes. Parce qu'il fallait se rappeler que machin, il était allé poser une benne là-bas, qu'elle n'était pas revenue, que alors j'allais vérifier dans le logiciel, manque de bol,
il y avait eu un décalage, donc tout le reste était faux. Donc voilà, on est en train de passer vraiment d'un stade où l'humain avait énormément d'importance, il en aura toujours, mais dans une phase d'analyse des données et de validation de ce qu'il pressent, mais surtout avec une action derrière qui sera j'informe un client, j'améliore ma rentabilité et surtout j'améliore l'interactivité aussi entre les services. Il n'y a plus de bisbille de dire tu ne m'as pas donné l'info, là l'info elle est là, elle est vérifiée, elle est valide et il n'y a pas de contestation possible. Et ça c'est un gain de temps énorme pour nous. On peut se concentrer sur nos métiers historiques et notre vrai métier qui est de recycler du déchet. De gérer de la logistique, pardon, oui, mais en y passant un minimum de temps. Voilà quels étaient nos besoins. Merci. Pour faire nous, vraiment, c'était une chance pour nous, parce qu'on est du Nord, notre premier client, il est dans la région, donc c'est juste à côté, avec une vraie volonté d'innover. Ça, c'est important, parce que quand on rentre sur ces projets comme ça, on n'a pas un cahier des charges de 500 pages qu'on a fait depuis 6 mois, et le projet sortira dans 2 ans. Il y a aussi une façon de collaborer qui est différente. On parle d'IoT, tout le monde en parle, mais des vrais projets industriels, il y en a très 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 peu, même des pays qui sont quand même en avance, parce qu'on est en France, on avance sur d'autres pays. Il faut, la méthode de collaboration est importante. C'est très vite faire des cycles courts de 2 semaines, discuter avec M. Doviac, mais aussi avec des opérationnels qui vont être derrière l'écran pour savoir où sont les bennes, etc. Et c'est comme ça, petit à petit, en fait, qu'on est capable d'adapter le logiciel pour que ça soit vraiment utilisé par les personnes qui vont gérer le parc de bennes tous les jours. Donc la collaboration, la façon de collaborer, la méthode est aussi importante que la technologie et les cas d'usage. Je pense que c'est les trois, le triptyque, c'est méthodologie, technologie adaptée, parce que oui, pour faire de l'indoor, il faut d'autres technos, on a parlé de ultra wideband, voilà, pour l'extérieur IA, et enfin, les cas d'usage. Parce qu'il faut venir permettre aux utilisateurs aller faire scanner des bennes. Il y a des technos, hein. Il y avait du QR code, il y a de la RFID qui n'a pas aussi fonctionné, parce que ça demande de faire une tâche qui est perçue comme étant pénible et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est pour ça aussi, ça n'a pas marché. Le fait de dire que c'est la benne, c'est l'objet lui-même qui raconte sa propre histoire, ce qu'on fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a donné le pouvoir à des objets de raconter leur propre histoire. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir essayer de traduire cette histoire qui est plutôt coordonnée GPS à un langage plutôt humain. C'est-à-dire ils vont parler le langage. Et c'est cette histoire qu'on raconte ensemble. Et demain, ce qu'on fait, c'est que l'histoire des positions, on va la croiser avec l'histoire des chocs, on va la croiser avec l'histoire des rétentions. Et là, on va faire vraiment des analyses. Et c'est ça un peu ce qu'on fait. Et donc, voilà le retour que je voulais faire. Et on a eu vraiment de la chance. Merci beaucoup de nous avoir donné cette chance au début.